Bonjour à tous. Donc ça, le camembert ici, nous donne nos productions de gaz à effet de serre en fonction des secteurs. Et on remarque quelque chose de très intéressant, c'est que plus de 75% de nos productions de gaz à effet de serre viennent du secteur de l'énergie. Donc si on veut rencontrer ces objectifs très ambitieux en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ben c'est simple en fait. Il faut décarboner complètement notre secteur énergie. Donc toute la production d'énergie qu'on utilise doit être faite par des moyens qui ne produisent pas de gaz à effet de serre. Et quels sont ces moyens? Ben, il y en a trois principalement. Il y a du nucléaire, le nucléaire. Quel est le prix du nucléaire? Entre 60 et 140 euros, 120 140 euros par mégawattheure. Okay. 60 euros quand vous êtes en Chine, hein, parce que les Chinois travaillent à moins cher. 120 ou même plus quand vous êtes en Europe, puisque l'Europe a des petits problèmes à finir ces nouvelles centrales nucléaires à bon marché, surtout quand on parle d'AREVA. L'énergie solaire, le prix entre 40 euros par mégawattheure et 130 euros par mégawattheure, et c'est le prix, c'est du photovoltaïque. 40 euros par mégawattheure dans les endroits où vous avez beaucoup de soleil. En Belgique, on commence quand même à passer sous la barre des 100 euros par mégawattheure, malgré un temps qui n'est pas extraordinaire. Et là, c'est vraiment peut-être la bonne nouvelle du moment, puisque les coûts au niveau du solaire sont vraiment en train de diminuer. Et puis vous avez l'éolien également. L'éolien, prix entre 40 euros par mégawattheure et 140 euros par mégawattheure, des prix qui diminuent, mais moins vite qu'au niveau du solaire. Donc ce sont nos alternatives pour vraiment décarboner notre secteur de l'énergie. Mais combien d'énergie est-ce qu'on consomme réellement? Ben, en Europe, on est autour de 150 kWh par personne par jour. Alors ça ne vous dit absolument rien, mais à votre avis, cet ordinateur, rapidement, combien, si vous le laissez allumer toute la journée, combien de kilowattheures il va consommer, cet ordinateur portable? Rapidement, une réponse de l'auditoire. 1, 5, 10, 100. 30, qui a dit 30? Hein, qui a dit 1? Ah ben là, vous avez gagné. Hein. Vous avez gagné, c'est 1. Donc votre consommation d'énergie par jour, c'est 150 ordinateurs là-dessus. Donc, vous imaginez, c'est probablement 2 à 3 rangées d'ordinateurs portables en fait, qui couvrent l'auditoire ici et qui tournent tout le temps, toute une journée. Et c'est ça, ces 3 rangées d'ordinateurs, c'est votre consommation d'énergie par jour. Au niveau de l'Europe, ça donne quoi? Si vous multipliez le nombre d'habitants de l'Europe par 150 kWh, aux alentours de 27 000 TWh. TWh, c'est 10 exposants 12, donc c'est beaucoup. Pour simplifier, on va tout ramener à la Belgique, et là, ça fait 600 TWh. Donc retenez bien ce chiffre, 600 TWh. Les statistiques officielles de consommation finale d'énergie en Belgique, ils disent un peu moins que 600 TWh, ils disent 512. Pourquoi 512 et pas 600? Est-ce que je me suis trompé? Peut-être, mais je pense surtout que c'est lié au fait qu'on importe beaucoup d'énergie en Belgique sous forme d'objets qu'on achète à l'étranger et en Chine. Et dans ces objets-là, la fabrication de cet objet-là, comme la fabrication de ce GSM-là, qui est fabriqué en Chine, c'est à Huawei, elle nécessite de l'énergie. Et quand vous importez ces objets, vous importez finalement de l'énergie. Donc ce 550-là n'est pas aussi mauvais qu'on pourrait le penser. Et quelle est notre consommation d'électricité en Belgique? Consommation d'électricité, on est plus aux alentours de 80-85 TWh par an. Donc en gros, même quand vous avez décarboné complètement votre production d'électricité, vous n'êtes qu'à 1/8 du travail. Vous devez faire 7 fois ça, 7 à 8 fois ça, pour vraiment produire toute votre énergie avec des moyens qui ne produisent pas de CO2. Et ça représente quoi ça? 600 TWh d'énergie non carbonée. C'est l'équivalent de 69 AP1000, qui est un des meilleurs réacteurs nucléaires qui existent à l'heure actuelle, qui est construit par Westinghouse aux États-Unis.
Donc il faut construire 69 réacteurs nucléaires comme ça. Donc en gros, ce serait plus ou moins 35 sur le site de Tihange et 35 sur le site de Doel. Il y en a 3 pour l'instant, enfin 4 sur le site de Doel. Je vois déjà M. Nollet qui tient tout excité à cette idée-là, 70 réacteurs nucléaires en Belgique. Donc le site de Tihange, c'est 800 mètres de long quand vous longez la Meuse. Donc si vous mettez les réacteurs nucléaires l'un à côté de l'autre avec le même espacement, vous roulez pendant 10 km et vous voyez des réacteurs nucléaires. Ça, je pense que les écologistes sont tout excités à cette idée-là. Donc c'est ça. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Alors, en termes de solaire, c'est quoi? On va prendre un bon panneau photovoltaïque, 20% d'efficacité, 3400 km² de panneaux solaires. C'est quand même un dixième de la Belgique. Et donc, pour l'instant, il faudrait en fait installer 200 fois ce qu'on a à l'heure actuelle installé en Belgique. Alors là, vous allez me dire, oui, mais il reste l'éolien. Et alors là, il vous faut construire 30 220 éoliennes Enercon 126, qui est vraiment la plus grosse éolienne onshore qui existe à l'heure actuelle, à 7,5 MW. Il faut en construire 30 000 des comme ça. Et dans le plan ambitieux éolien wallon qu'on avait sur la législature précédente, c'était 600 éoliennes. Et c'était des plus petites que les miennes. Il aurait fallu 60 000 si on voulait construire des éoliennes comme ils voulaient construire. Donc voilà, ça vous donne en fait un peu l'ampleur du problème. Alors, à ça s'ajoute le fait que si on ne veut pas du nucléaire, et qu'on va faire le renouvelable, il va y avoir un problème de fluctuation. Dans le renouvelable, pour moi, le seul, vraiment, le plus prometteur, c'est le solaire. L'éolien, on va quand même, à mon avis, être limité peut-être à 40-60 TWh, donc on est encore loin des 600. Donc voilà, donc ce sera le solaire où il y a le plus gros potentiel. Et le solaire, il y a déjà ce problème de fluctuation jour-nuit du solaire. Ça va ? Donc je me suis mis dans un contexte où en Belgique, il n'y a plus de saison. On parlera de ce problème de fluctuation intrasaisonnière du solaire par la suite. Donc ce n'est que du jour-nuit, c'est toujours le même temps. Il pleut tout le temps, plus ou moins. Plus ou moins. Et j'ai calculé ce qu'il fallait en termes de stockage et combien ça allait coûter. Alors, j'ai pris la batterie Tesla Powerwall, la nouvelle batterie Tesla Powerwall, et j'ai calculé que si on produisait toute notre énergie avec du solaire et qu'on devait adresser ce problème de fluctuation jour-nuit avec la batterie Tesla Powerwall, il me fallait 117 millions de batteries Tesla Powerwall. Ce qui me coûtait au prix actuel 351 milliards d'euros. Notez que si vous les achetez pour 350 milliards d'euros de batteries Powerwall, il y a de fortes chances qu'ils vous fassent une petite réduction. Mais bon, la bonne nouvelle du côté des batteries, c'est que ces 351 milliards d'euros à l'heure actuelle, il y a fort à parier que même sans réduction, en 2020, ça ne vous coûtera que 100 milliards d'euros. Donc il y a d'immenses progrès qui sont faits dans les batteries. Et peut-être même 50 milliards d'euros en 2030. La technologie évolue rapidement à l'heure actuelle. Et pour rappel, le PIB de la Belgique à l'heure actuelle, c'est 400 milliards d'euros. Donc ça vous donne une image de la dépense à faire par rapport au PIB de la Belgique. Alors, en Belgique, il y a l'été et il y a l'hiver. Et le gros problème, c'est maintenant si vous devez gérer la fluctuation intrasaisonnière, parce que le panneau photovoltaïque produit beaucoup plus en été qu'en hiver. Donc en gros, imaginez que vous vouliez avec des batteries stocker l'excédent d'énergie en été et l'amener en hiver. Et là, j'ai fait les calculs pour vous encore, et le coût est de l'ordre de milliers de milliards d'euros. Donc un truc qui est impossible à faire. Bien entendu, il existerait peut-être d'autres solutions, comme surdimensionner les installations PV. N'oubliez pas qu'on est déjà à plus de 3000 km² de PV et jeter vraiment de l'électricité en été, mais elles sont tellement surdimensionnées que ça permettra quand même de produire plus ou moins assez en hiver. Une autre solution, ce serait vraiment de transformer cette électricité en hydrogène, par exemple en été. L'hydrogène, vous le stockez à très bon marché et utilisez par exemple l'hydrogène dans la filière transport ou l'hydrogène pour reproduire de l'électricité en hiver.
Donc c'est un élément, pour moi, cette transformation d'électricité en gaz est pour moi un élément clé dans la transition énergétique, où le solaire va jouer un grand rôle. Donc sans cette filière power to gas, ça va être quand même assez difficile. À cela, les problèmes ne s'arrêtent pas là. Parce qu'à cela, il faut aussi ramener, si vous générez beaucoup d'énergie avec de l'éolien et du solaire, allez, on ne va même pas dire 600 TWh, on va dire 150 TWh, il va falloir remonter cette énergie-là vers un réseau de transmission, énergie qui sera principalement collectée dans les réseaux de distribution. Donc ça, les réseaux de distribution vont devoir remonter cette énergie-là vers le réseau de transmission. Ça, c'est un réseau de distribution, c'est une structure arborescente, vous êtes tout au bout, là, un peu plus bas même, à du 400 volts. Et ça, c'est pas gagné du tout. C'est pas gagné du tout parce que déjà rien que quand vous commencez à avoir une rue avec plein de panneaux photovoltaïques sur les maisons, vous avez des surtensions qui apparaissent. Et déjà dans beaucoup d'endroits de Wallonie, vous avez des surtensions qui apparaissent. Donc si vous devez résoudre ce problème-là, il fait remonter 150 TWh d'énergie des réseaux de distribution vers les réseaux de transport. Écoutez, vous réouvrez tous les trottoirs de Wallonie et vous changez toutes les lignes. C'est plus ou moins ça. Un coût immense. En plus, vous imaginez, il faut chaque fois réouvrir les trottoirs. Ça va être une catastrophe. Donc ça implique vraiment, si vous voulez collecter beaucoup d'énergie renouvelable au niveau des réseaux de distribution, d'avoir du stockage local d'énergie, surtout pas tout retransmettre le solaire entre 11h du matin et 3h de l'après-midi quand vos panneaux génèrent beaucoup d'énergie, favoriser vraiment la consommation locale d'énergie, arriver à une structure vraiment, vraiment très très intelligente pour la gestion de ces réseaux-là, et quand même on n'échappera pas à des investissements significatifs dans les réseaux de distribution. Une autre solution, ou en tout cas un complément de solution qui est à mon avis indispensable, c'est la création de structures micro-réseaux. Donc ce seront des structures en fait énergétiques, donc un quartier par exemple, une petite ville, un village, qui en gros créent leur communauté énergétique et qui produisent et qui consomment localement un maximum d'énergie. Et donc cette structure, l'apparition en fait de ces structures énergétiques, style coopérative énergétique, est quasi essentielle pour pouvoir éviter tous les problèmes que vous risquez d'avoir au niveau des réseaux de distribution, même des réseaux de transport qui ne peuvent pas suivre. Une des déceptions que moi j'ai avec la COP, c'est qu'on a parlé beaucoup en fait, de contraintes en fait, sur les émissions, mais parfois je me demande s'ils se sont rendus compte des challenges technologiques en fait, que ces contraintes allaient impliquer. Et je trouve qu'une des manières en fait, de rencontrer ces challenges technologiques, enfin ces challenges industriels, c'était peut-être de favoriser la création d'une grille électrique globale comme ça. Pourquoi ? Vous allez me dire, un réseau électrique comme ça, global, qui couvre en fait, la planète entière, et aussi des endroits comme le Groenland, où vous avez beaucoup de vent, ou le Sahara. Pour différentes raisons. La première, c'est que je pense que 3000 km² de PV en Belgique, si vous n'agissez pas sur la consommation d'énergie, vous n'aurez pas assez de surface. Donc vous devez être obligé de commencer à aller chercher cette énergie ailleurs et donc de provoquer, d'étendre votre réseau électrique. Deuxièmement, une fois que vous avez un réseau électrique en fait, qui couvre la planète entière, la fluctuation jour-nuit, elle n'existe plus, parce que quand il fait jour en Europe, il fait nuit aux États-Unis. La fluctuation saisonnière n'existe même plus, parce que quand c'est l'hiver dans l'hémisphère nord, c'est l'été dans l'hémisphère sud. Et puis avec un tel réseau électrique, vous auriez aussi la possibilité d'aller chercher de l'énergie renouvelable dans des champs assez exceptionnels. Je pense notamment à ces champs extrêmement venteux que vous pouvez avoir, vraiment près des pôles, et des champs solaires extrêmement généreux, par exemple en Afrique du Nord, au Chili. Donc là, il y aurait vraiment un vrai potentiel pour pouvoir vraiment adresser ces challenges de la COP 21. Et j'ajoute que cette infrastructure internationale, de réseau international, c'est typiquement quelque chose qui doit être construit par des gouvernements. Ce n'est pas des choses qui vont être construites par des investisseurs privés. Et peut-être que la COP aurait dû vraiment aussi se fixer comme objectif
la création en fait vraiment de ces connexions gigantesques pour favoriser le développement des énergies renouvelables. Je vais terminer par 2 slides. Ça, c'était le réseau électrique tel qu'il existait avant. C'était un réseau de transmission d'électricité opéré par Elia, ici en Belgique. Hein. Ça, c'est les grosses tours que vous voyez, hein, les tout gros pylônes électriques, auxquels étaient accrochés des réseaux de distribution. Hein. Donc, c'était opéré par ceux qui sont opérés par Ores, Reza en Wallonie. Et donc, tout ce qui était intelligent dans ces réseaux-là était fait au niveau des réseaux de transmission. Donc en gros, je ne vais pas dire que les gens qui étaient là étaient bêtes, hein, mais je veux dire, il y avait beaucoup de choses, d'algorithmes intelligents, de prises de décision intelligentes à ce niveau-là. Ceux-ci, les réseaux de distribution, étaient opérés, et ils le sont toujours, d'après une approche qu'on appelle fit and forget. Fit, ça voulait dire on construisait le réseau, donc ils creusaient un trou, ils mettaient le câble dans le trou, ils refermaient le trou, et forget, ils oubliaient, tout marchait. Parfois, ils oubliaient tellement bien qu'ils ne savaient presque plus où était le câble, en fait. Hein. Et maintenant, c'est ça le réseau électrique du futur. Donc vous avez toujours un réseau, enfin des réseaux de transmission hein, qui doivent être opérés de manière intelligente, au-dessus desquels est en train d'apparaître une super grille. On n'est pas encore à l'histoire de ma grille planétaire, mais on s'y approche tout doucement. Et donc vous avez une super grille qui vient au-dessus de ces réseaux-là. Super grille qui doit être opérée de manière très intelligente. C'est vraiment pas facile en fait, hein, parce que vous devez vraiment déterminer vers où doivent aller des flux de puissance. Et puis vous arrivez aussi à des réseaux de distribution en fait, qui doivent être aussi opérés de manière plus intelligente. On parle de smart grids, mais tout ce qui est smart maintenant doit vraiment apparaître au niveau des réseaux de distribution. Donc vous passez typiquement d'un réseau électrique 2 couches avec une seule couche intelligente à un réseau 3 couches avec 3 couches intelligentes. Quoi. Et ça, je ne suis pas sûr que les gens se sont bien rendus compte qu'en termes d'ingénierie, c'était extrêmement compliqué. Et je ne suis même pas sûr du tout que ça va fonctionner un jour. Et pourtant, j'ai fait ma carrière pour travailler sur ces problèmes-là. Je les trouve qui sont vraiment compliqués. Et pour vous imaginer à quel point ils sont compliqués, je vais faire une analogie avec un avion. Ici, hein, vous aviez votre réseau électrique 2 couches que vous aviez, vous pouviez le voir comme un avion qui volait. La difficulté, c'est que vous devez le faire passer à un réseau électrique 3 couches intelligent, vous devez changer votre avion, mais votre avion vole toujours. Hein, donc vous modifiez votre avion en vol, c'est ça la difficulté. Donc c'est comme si vous aviez un Airbus qui volait, hein, vous devez rajouter 2 moteurs à l'Airbus, étendre la taille de l'Airbus, changer la manière, vraiment l'informatique de l'Airbus, et tout ça en plein vol. Hein. Donc vous ne pouvez pas l'atterrir l'Airbus, le stocker. Et c'est ça qui fait la difficulté. Et je suspecte en fait qu'il va falloir à un moment donné, qu'on va avoir des problèmes dans les années à venir, et que ce réseau électrique là tel que vous le connaissez, risque d'être modifié profondément suite à des problèmes. Et je me demande même si on ne va pas avoir à un moment donné un substitut à l'électricité, même si l'électricité se met très bien pour transférer les énergies renouvelables, puisque les énergies renouvelables produisent naturellement de l'électricité, si on ne va pas avoir un substitut arrivé dans les années à venir, substitut qui est technologiquement beaucoup plus gérable. Voilà. Merci pour votre attention.